Alors mon petit bonhomme, ça t'a plu? Parce que moi, j'ai pris des notes. Tonight, we dine in hell! Everything! Aouh! Aouh! Aouh mon petit bonhomme! Ça t'a plu? Parce que moi, j'ai pris des notes. Il est encore là. Alors mon petit bonhomme, aujourd'hui tu as été voir un péplum nouvelle génération. Alors tu le sais peut-être, mais ce genre très en vue dans les années 50-60, c'est un peu cassé la gueule dans les années qui ont suivi, a été ressorti des cendres littéralement par Gladiator, par Ridley Scott donc. Encore là. Et a donné lieu donc à pas mal de films d'une qualité assez variable par la suite. Et 300 en fait fait partie de cette vague en fait de nouveaux péplums qui ont émaillé nos toiles depuis donc le début des années 2000. 300 c'est un film qui date de 2006, qui a été réalisé par Zack Snyder, mais c'est un film qui à l'origine en fait est tiré d'une bande dessinée de Frank Miller que tu connais peut-être. Cette bande dessinée donc s'inspire d'un événement historique bien connu, qu'il s'agit donc de la bataille des Thermopyles que tu connais peut-être. Cette bataille des Thermopyles est un des événements majeurs de la deuxième guerre médique. Mais les guerres médiques, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Les guerres médiques, il s'agit en fait d'une série de conflits qui ont lieu entre les Grecs et les Perses. Donc les Perses, on les appelle également les Mèdes, puisqu'il s'agit en fait d'un énorme continuum de population de langue iranienne qui, grosso modo, en fait, trouvent leur cœur dans l'Iran actuel. Les Perses, en fait, ils sont en pleine expansion quand ils vont rencontrer la puissance des Grecs. Grecs, alors c'est tout petit, hein, c'est la petite Grèce un petit peu plus large qu'aujourd'hui. Vous avez des colonies grecques étendues un peu sur le bassin méditerranéen, mais dans la majorité, en fait, les Grecs sont regroupés dans la Grèce actuelle, jusque sur les côtes de ce que l'on appelle l'Asie, c'est-à-dire l'Anatolie actuelle, la Turquie. Donc les Perses, dans leur expansion, vont rencontrer d'abord les premières cités grecques sur la côte de l'Asie mineure, puis ensuite vont tenter des incursions pour aller péter les genoux des Grecs qui ont eu la mauvaise idée en fait de soutenir leurs petits camarades de l'autre côté de la mer Égée. Il y a une première guerre médique qui voit l'arrivée donc d'une flotte perse qui débarque en fait pas très loin de l'Attique, c'est-à-dire du territoire d'Athènes, et les Perses vont se faire casser la gueule, mais assez salement, à la fameuse bataille de Marathon dont vous avez certainement entendu parler. On est en 490 avant notre ère. Et à ce moment-là, les Perses, ils ont un peu le seum et ils se disent non, on va pas rester là-dessus, la Grèce c'est que dalle, nous on est forts, on a beaucoup d'armées, et donc ils reviennent 10 ans plus tard, en 480, avec la ferme intention de péter les genoux des Grecs, et cette fois-ci d'annexer totalement la Grèce. Donc c'était pas du tout juste là pour se venger, c'était vraiment là pour faire une guerre de conquête. Et ils vont rencontrer donc une armée grecque aux Thermopyles, donc dans une passe assez étroite, hein, le relief de la Grèce est assez tourmenté, et des Grecs les attendent avec les fameux 300. Combien 300 soldats qui appartiennent donc à la suite du roi Léonidas de Sparte. Bon alors cette guerre, mon petit bonhomme, je vais te raconter très rapidement comment elle va se terminer, je ne vais pas spoiler grand chose, hein, c'est un machin qui a eu lieu il y a 2500 ans, donc normalement si t'as été à l'école t'en as entendu parler en plus. Super le spoil, hein. Super. C'est bon, tu te calmes, tu as un coup de tête? Je te brise moi. Donc, cette guerre, on a la bataille des Thermopyles, qui va être une défaite pour les Grecs, qui vont finir par se faire vaincre par l'immense armée perse, mais ça va pas bien se passer pour les Perses par la suite, parce qu'il y a deux autres batailles importantes qui vont avoir lieu, qui vont sceller le sort finalement de cette invasion perse. D'abord la bataille de Salamine, qui est une bataille navale, remportée en grande partie grâce à la puissance navale des Athéniens, auxquels se sont joints d'autres cités grecques en apportant leurs bateaux. Et l'autre bataille, c'est la bataille de Platée, l'année suivante, en 479, où cette fois-ci, on a une rencontre terrestre entre les armées perses et l'armée des Grecs coalisés. Ils vont foutre une énorme branlée aux Perses sur terre, et ils vont ensuite se tirer de Grèce, et ça va sceller finalement le sort des tentatives perses pour conquérir la Grèce.
Dans l'intrigue, on a un fait saillant, à la fois dans l'histoire réelle et puis dans le film, c'est la trahison. La trahison donc d'Éphialtès, un personnage alors qui est dépeint dans le film comme étant un Spartiate, on va le voir. Il est décrit comme un Malien, donc un habitant d'une autre cité grecque dans l'histoire par Hérodote, hein, le grand personnage, le grand historien, le premier historien de l'histoire d'ailleurs, Hérodote, qui nous rapporte donc ces événements. Il laisse sous-entendre qu'il y a la possibilité qu'il y ait eu d'autres personnages qui ont trahi les Grecs. En fait, la trahison est assez simple. En fait, les Grecs bloquent un défilé, le défilé des Thermopyles. Il n'y a pas que les 300 Spartiates, hein, bien sûr. Il y a d'autres Grecs qui sont là. On est sur quelques milliers qui bloquent une armée perse qui est quand même largement supérieure en nombre. Et ils vont apparemment, selon l'histoire consacrée, donc montrer en fait un chemin permettant de contourner la position grecque et donc les prendre à revers. Et c'est là où les 300 vont décider de rester dans le défilé pour retarder un petit peu les Perses pendant que le reste de l'armée grecque en fait fait retraite. Donc voilà, c'est sur ce moment tragique finalement qu'est construite l'histoire de Frank Miller, sa bande dessinée, et donc qui a été adaptée par la suite par Zack Snyder. Et mon petit bonhomme, j'en ai pas terminé parce que là je t'ai juste brossé à grands traits finalement l'intrigue, un petit peu les enjeux qui sont autour de cette histoire. Mais maintenant on va descendre un petit peu plus dans l'intrigue pour comprendre quelle est finalement l'idéologie qui transparaît, maintenant tu commences à en prendre l'habitude, autour de ce film. L'idéologie, elle est centrée énormément autour donc de la pensée politique de Frank Miller, on va le voir, et c'est très visible à travers plein d'indices laissés dans le film. La première, ça va être la descente de Xerxès de son trône quand il rencontre pour la première fois Léonidas. Donc vous avez Xerxès qui est sur un trône d'or, qui est tout en haut, voilà, il écrase un petit peu tout le monde de sa superbe, et en descendant de son trône, il va marcher sur le dos de certains de ses serviteurs. Donc on est vraiment dans une image de la royauté perse, du souverain tout-puissant, quasiment Dieu, qui marche sur ses sujets. Alors que dans le même temps, Léonidas est systématiquement montré comme un parmi ses pairs. Il est littéralement un égal de ces hommes, et ça vient totalement donc de l'histoire des Grecs en fait. Les Spartiates, entre citoyens, ils s'appellent les homoioi, et en fait ça veut dire les semblables. Les homoioi. Les homoioi. Homoioi. H-O-M-O-I-O-I. C'est du grec, désolé. Ça veut dire vraiment, faire simple, les semblables, les égaux si vous voulez. Donc le roi de Sparte, en fait, il n'est pas du tout à comprendre et à percevoir comme une sorte de roi suprême qui a autorité sur tout, etc. Il a un rôle très précis dans la société, il commande notamment aux armées, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut dans la société grecque. Et là, vous avez une opposition qui est réelle, je veux dire, le roi de Perse a une autorité bien supérieure à celle du roi de Sparte. Mais dans le film, ainsi que dans la bande dessinée, cela nous sert à nous montrer en fait une sorte d'opposition diamétrale qui existerait entre d'un côté le monde occidental et de l'autre le monde de l'Orient. L'Orient qui serait le monde en fait de la domination, de l'esclavage, de la supériorité radicale de certains sur les autres, donc, et de l'autre côté un monde occidental beaucoup plus empreint d'égalité, de proximité entre les individus, sans qu'il y ait vraiment de hiérarchie réellement marquée. Et là derrière, ce qui est hyper intéressant, c'est que énormément d'auteurs, par la suite, beaucoup plus récents, vont essayer en quelque sorte, et souvent américains, de faire un parallèle entre l'époque des Grecs et notre époque actuelle, pour montrer qu'en fait, nos démocraties libérales aujourd'hui sont en continuité par rapport au système politique des Grecs de l'époque, et au contraire, faire un parallèle entre les Perses, représentants des Orientaux, qui seraient les représentants d'un ordre politique différent, beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus vertical. Donc, ce parallèle, il faut bien le dire, est un parallèle qui est anhistorique. C'est fondé sur des ressemblances, sur des liens qui sont quand même assez ténus, hein, je veux dire, entre les Grecs, les fameux inventeurs de la démocratie, et nous, il y a énormément de siècles qui se sont déroulés, et la démocratie grecque n'est pas l'aïeul stricte de notre démocratie moderne. On est sur des démocraties, en plus elles sont plutôt rares en Grèce, il faut bien le dire, je vais y revenir, et ce sont des démocraties directes, nous sommes sur des démocraties représentatives. Nos démocraties sont les filles des Lumières. Certes, les Lumières s'inspirent de leur culture gréco-romaine, mais cependant ils créent des nouveaux modèles.
si on s'en tient à l'histoire stricte, les Spartiates sont tout sauf des démocrates. Les Spartiates ont un modèle politique qui est quand même un modèle qui est beaucoup plus proche de l'aristocratie. Les fameux homoioi dont je parlais tout à l'heure. Les homoioi, putain, tu m'agaces, tu as fait un effort, bordel. Donc c'est semblable. Ces fameux citoyens spartiates représentent une maigre élite et ils règnent de façon assez autoritaire sur toute une foule de citoyens, enfin de sous-citoyens non libres qu'on appelle les ilotes. Les ilotes. Les ilotes. Ouais, voilà, c'est les ilotes, qu'est-ce que je te dise. Donc on est vraiment dans une situation politique, vous voyez, qui est beaucoup plus contrastée qu'on pourrait l'imaginer. Je veux dire, les semblables spartiates règnent de manière très autoritaire sur des populations qui sont privées de droits politiques. Et d'ailleurs, quand vous appartenez aux homoioi, aux égaux, il faut systématiquement pouvoir justifier d'un certain niveau de revenu qui vous permet de rester dans le groupe en fait des semblables. Et mes petits amis, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, ça va se voir, parce que vous êtes invité de façon rituelle chaque année à des banquets, et si vous n'êtes pas en capacité d'apporter une certaine quantité de nourriture, etc., ben vous êtes viré du groupe des citoyens. C'est sympa, hein. Et d'ailleurs, les Spartiates vont y perdre totalement leur puissance, puisque petit à petit, le nombre des égaux va diminuer, et leur armée va se réduire d'autant. Donc ils vont de plus en plus embaucher des ilotes pour compléter et essayer de combler les trous, quoi, concrètement. En plus, chose qui n'est pas tellement montrée, mais les civilisations antiques sont quand même fondées sur l'esclavage. Donc dans toute cité grecque, vous avez systématiquement un nombre important d'esclaves, de gens qui sont privés de leurs droits politiques. Même chose, les étrangers. Ceux qu'on appelle les métèques à Athènes ne possèdent pas de droits politiques. Les femmes non plus ne possèdent pas de droits politiques. Donc vous voyez, établir en fait un lien direct entre la Grèce et nous, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Certes, il y a une forte de filiation qui existe, hein, mais je vous invite à écouter un petit peu les propos de Jacqueline de Romilly, qui est une illustre helléniste française, qui en parle bien. Au point de vue concret, ça n'a aucun rapport. La démocratie athénienne était une démocratie directe où tous les citoyens venaient, parlaient, jugeaient. Bon, alors, on ne peut pas imaginer quoi que ce soit du même genre dans les grands pays actuels et avec les démocraties indirectes, représentatives, où l'on vote pour quelqu'un qui votera, etc. Et je crois que parfois, chez les auteurs, on a eu une nette tendance à vouloir voir un fil conducteur très solide, alors que ce fil conducteur est quand même relativement fragile. Alors maintenant, si on en revient à Miller, Miller c'est quelqu'un qui a une compréhension en fait de la géopolitique très partisane et qui s'inspire totalement de l'idéologie des néoconservateurs dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Encore eux? Encore eux. Allez, je suis désolé, on voit beaucoup de cinéma américain et donc de façon assez naturelle, j'ai quand même beaucoup parlé des idéologies qui traînent dans l'univers anglo-saxon en général. Alors, le néoconservatisme, pour refaire un petit topo très rapide, chez les néoconservateurs, il y a l'idée qu'il faut assumer la supériorité finalement du modèle occidental, de la démocratie libérale, et que ce modèle doit être promu à l'intérieur des différents pays démocratiques, et en même temps possiblement étendu à l'international, puisqu'on ne va pas laisser des gens pliés sous le joug de dictatures dégueulasses. Hein, voilà. C'est un peu une doctrine, quoi. Mais c'est une idéologie, voilà, c'est une idéologie, et comme toute idéologie, elle a ses schémas, en quelque sorte, et malheureusement, pour les Américains, cette idéologie va montrer quelque part ses limites dans la fameuse guerre d'Irak dont j'ai parlé dans la vidéo sur Kingdom of Heaven. Donc effectivement, invasion de l'Irak, tentative de state building, construire un nouveau régime démocratique, et puis foirage et montée du terrorisme. Voilà, concrètement, pour tirer ça à grands traits. Hein, voilà. Alors, Miller, là-dedans, c'est hyper intéressant parce que lui, on sent que l'idéologie néoconservatrice américaine, il a bien fait la sienne, hein, concrètement, et il a, dans des interviews, donné des citations qui sont tout à fait saillantes pour pouvoir nous expliquer son point de vue sur ce que j'ai également souligné la dernière fois, le fameux choc des civilisations de Samuel Huntington. Il me semble évident que notre pays et l'ensemble du monde occidental affrontent un ennemi existentiel qui sait parfaitement ce qu'il veut. Miller a un point de vue extrêmement partisan sur la situation géopolitique qui se déroule dans les années 2000. Il défend totalement le modèle américain et part du principe qu'il y a une sorte de menace existentielle pour les États-Unis dans cette confrontation de puissance. On l'avait vu la dernière fois, au sortir de la guerre froide, les États-Unis sont la seule hyperpuissance qui domine le monde, hein, selon les mots d'Hubert Védrine, et
il se cherche un petit peu, en quelque sorte, à un autre ennemi qui remplacerait les méchants communistes. Et donc, ça va devenir l'islamisme. Alors, c'est un peu dépassé aujourd'hui, cette idée-là, parce que on sent aujourd'hui qu'on est rentré dans une nouvelle séquence historique et une nouvelle séquence stratégique qui fait de la Chine un nouvel adversaire existentiel pour les États-Unis, et finalement la question du terrorisme islamiste est en train de passer un petit peu au deuxième plan. Et d'ailleurs les grandes armées, même l'armée française, sont en train de se repréparer à des affrontements à haute intensité, c'est-à-dire affrontements de grandes armées contre de grandes armées. Ah ouais? Et oui, t'as sans doute entendu parler du fait que ça chauffe un petit peu en Ukraine. L'armée russe qui masse des troupes à la frontière ukrainienne, qui a finalement une volonté d'également d'étendre un petit peu sa zone d'influence dans ses anciennes provinces à l'époque de l'Union soviétique. Tout ça procède de cette nouvelle séquence géostratégique, et au final, l'islamisme radical est passé un petit peu au second plan. Il a eu sa période de floraison autour des années 2000, pile dans laquelle s'inscrit fin 90, début 2000, dans lequel s'inscrit à la fois la bande dessinée de Frank Miller et bien sûr le film de Zack Snyder. Je note. Donc notre petit Frank Miller, vous l'aurez compris, il a un parti pris assez tranché dans cette histoire. Il défend le modèle américain mordicus, il le voit attaqué par des adversaires stratégiques qui veulent la mort des Occidentaux. Alors, pas tout à fait tort, peut-être qu'il surévalue un petit peu les capacités du terrorisme. Mais bon, les Américains ont quand même bien pris cher. Les 2 avions dans les tours, plus celui dans le Pentagone, ça a laissé quelques séquelles, on va dire. Cependant, Miller, il baigne aussi dans un courant idéologique qui a été largement alimenté par des personnalités, et c'est là qu'on va suivre la petite citation de Samuel Huntington. Huntington. T-O-N-N-E. Le problème central pour l'Occident n'est pas le fondamentalisme islamique. C'est l'islam, civilisation différente, dont les représentants sont convaincus de la supériorité de leur culture et obsédés par l'infériorité de leur puissance. Ambiance scandale, danse de vandale. Non, on va pas aller jusque là, mais la citation de Huntington est hyper intéressante parce que il nous montre en fait qu'il existe des blocs civilisationnels, comme on avait vu la dernière fois, qui sont en quelque sorte amenés à la confrontation obligatoire. On avait un petit peu étudié les limites de son modèle, mais c'est hyper intéressant pour comprendre finalement dans quel état d'esprit Frank Miller se trouve quand il écrit sa bande dessinée. L'armée persane, si puissante que la terre tremble sous ses pieds, s'apprête à écraser la Grèce, île de raison et de liberté, dans une mer d'obscurantisme et de tyrannie. Entre la Grèce et cette vague destructrice, il y a un petit détachement d'à peine 300 guerriers. Mais ces guerriers sont plus que des hommes, ce sont des Spartiates. Alors cette citation, mes loulous, je crois que vous aurez compris qu'elle a une certaine force. Elle montre très bien, voilà, cette opposition, parce qu'elle l'a fait de façon quasiment caricaturale. D'un côté, vous avez l'obscurantisme, la tyrannie, etc. Et de l'autre côté, la raison, la liberté. Alors, je vous ai expliqué que chez les Spartiates, la notion de liberté est quand même assez particulière. Faut pas être ilote, quoi. Et de l'autre côté, chez les Perses, donc, tout est montré de manière évidemment abominable, la soumission des hommes, etc. C'est visible partout, je veux dire, rien que les scènes où ils vous montrent les immortels perses. Vous avez sans doute des gens en tête, ces immortels, donc c'est une armée de 10 000 guerriers, ils sont pas vraiment immortels, c'est que quand il y en a un qui canne, on le remplace. Ces immortels, ils sont représentés tant dans la bande dessinée que dans le film comme des êtres sans identité, puisqu'ils ont un masque qui leur recouvre le visage, etc. C'est complètement différent dans la réalité. Je veux dire, les immortels perses, ils sont équipés à la persane, avec une lance, un bouclier, et des tenues un peu chamarrées, avec leur barbe et leurs cheveux assez travaillés. Mais le fait que Miller veuille les représenter de cette manière-là, c'est pour justement accentuer l'effet que ces hommes n'ont pas d'identité. Ils sont placés sous une domination absolue d'une sorte de dieu-roi. Donc de fait, leur identité est niée, contrairement aux Spartiates qui, eux, ne cessent d'être visibles et d'être représentés en tant qu'individus. Donc là, vous avez vraiment une opposition diamétrale. C'est un peu vicelard d'ailleurs, parce que chez les Grecs, dans la phalange, l'individu n'existe pas, c'est le groupe qui prime. Et c'est bien montré dans le film et dans la bande dessinée d'ailleurs. Donc l'idée qui est là derrière, on la comprend. On comprend pourquoi Miller a accentué cet aspect-là. Mais il n'est pas tout à fait juste, encore une fois. Et au contraire, il a tendance à vraiment charger tout ce qui va être oriental pour en faire un monde de ténèbres et au contraire exalter la raison des Grecs. Une autre scène est assez intéressante à ce titre, mon loulou. Celle de l'arrivée de l'immense armée perse qui fait trembler le sol. T'as d'un côté une cohue gigantesque
bariolé, tu comprends pas trop ce qui se passe, de la poussière partout. Et de l'autre côté, t'as la petite armée grecque, bien rangée, derrière son chef qui est au corps à corps avec ses hommes. Voilà. T'as vraiment d'un côté, c'est chacun pour sa gueule, c'est n'importe quoi, ils avancent à coups de fouet. Et de l'autre côté, t'as les hommes valeureux, avec leurs pecs huilés, qui suivent leur chef charismatique, mais qui est au contact avec eux, qui est un proche. Voilà. L'idée, elle est là. Hein. C'est que d'un côté, vous avez des chiens, littéralement, c'est comme ça qu'il les traite limite dans le film. Et de l'autre côté, vous avez des hommes de raison, des hommes forts, par contre, virils, voilà. Et dans cette opposition, dans cette façon de concevoir l'homme de façon différente, on retrouve également une façon de faire la guerre différente. Alors là, je cite un ouvrage qui est assez intéressant à ce titre parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus et il est influencé par l'idéologie néoconservatrice. Il s'agit de Victor Davis Hanson qui a écrit Le modèle occidental de la guerre. Comment... Hein? Victor Davis Hanson. Ah ouais... Ben oui, mais c'est son nom, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Alors, Hanson, lui, dans son modèle occidental de la guerre, ce qu'il a envie de te dire, c'est que d'un côté, t'as les Occidentaux qui pratiquent une forme de guerre brutale, directe, en bataille rangée, on fait la bagarre, et puis une fois qu'on s'est bien bagarré, que ça a été un sommet de sauvagerie, les choses sont réglées. Et il montre que de l'autre côté, chez les Orientaux, chez ces gens pas comme nous, on fait la guerre différemment, davantage de harcèlement, de tir à distance, on utilise beaucoup les flèches, hein, oh là là, mon Dieu, on n'est pas viril, hein, je veux dire, on fait pas de la confrontation directe. Et donc voilà, il fait vraiment une opposition, hein. Le modèle occidental de la guerre d'Hanson, c'est ça. C'est très contestable encore une fois, je pourrais m'étendre pas mal là-dessus et je crois qu'il y a pas mal de failles dans son raisonnement, même chez les Grecs, hein, puisque on a des batailles où des tirailleurs, hein, des unités légères, vont mettre à mal même les fameux Spartiates, voilà, donc j'insiste pas sur l'idée, mais je trouve ça quand même un peu fragile comme modèle. Mais on retrouve encore une fois cette idée, cette opposition diamétrale que Miller a particulièrement surexploitée et mis vraiment à son paroxysme. Dernière scène que je vais exploiter, celle où Léonidas va rencontrer les Éphores. Alors les Éphores... Les efforts? Ouais, rien à voir avec le vin et le pinard, hein, c'est les amphores, ça, c'est autre chose. Les Éphores, en fait, il s'agit de magistrats à l'origine très très importants dans la société spartiate. Ces Éphores, ils ont un rôle de police, de surveillance, en fait, de la société, notamment du pouvoir, et même les rois doivent plier devant eux. Mais cependant, ils sont en charge que pendant 1 an, et ensuite ils sont un peu responsables de ce qu'ils ont fait. Donc s'ils font trop de la merde, ils sont un peu pétés les genoux. Mais les Éphores dans le film et dans la bande dessinée sont représentés d'une manière radicalement différente. C'est des sortes de prêtres biscornus avec des gueules à faire peur. C'est des êtres dégénérés littéralement. Surtout, il s'avère qu'ils se sont fait graisser la patte par les Perses, et donc ils sont en train de trahir. Autre parallèle, j'ai parlé du fait qu'un certain Éphialtès trahissait les Grecs. Dans le film et dans la bande dessinée, il s'agit donc d'un Spartiate qui ne peut pas combattre aux côtés de ses petits camarades parce qu'il a une difformité physique et il ne peut pas porter son bouclier suffisamment haut pour former le mur de bouclier typique des phalanges grecques. Et ce que je trouve assez particulier, c'est que des gens au physique corrompu, dégénérés, sont ceux qui vont trahir les Spartiates, au physique parfait, aux abdos huilés, à l'anatomie parfaite. Alors en sachant que chez les Spartiates, il y a une possibilité pour qu'ils aient sélectionné un petit peu les individus à la naissance en fonction de leur qualité physique. En gros, si vous êtes un peu dégénéré, vous êtes mis un peu de côté. D'ailleurs, c'est montré dans le film et dans la bande dessinée. Sérieusement, ça fait quand même un peu eugéniste. Et le fait que Miller ait entièrement axé son propos autour de l'idée que les hommes valeureux ont un physique avantageux et ceux qui foutent la merde, qui sont des corrompus, voient ça qui rejaillit dans leur physique. Ça pue un peu quand même, hein. Miller est pas franchement dans une dynamique, si vous voulez, d'ouverture culturelle, multiculturaliste, tout ça. Non, c'est pas tellement le propos. Et effectivement, cette scène de corruption des mœurs est peut-être là aussi pour souligner ce qu'il ressent dans sa propre société, c'est-à-dire une corruption à l'intérieur des murs, hein, puisqu'il va par exemple balancer des tombereaux d'injures sur les gens
qui protestent contre les dérives de Wall Street, etc. Et vraiment, il va les défoncer en disant qu'en gros c'est des gamins, que en gros le vrai mal il est situé en Orient, ceux qui veulent nous attaquer, les méchants terroristes, etc. Et pour lui en fait tout ce que occuper Wall Street, pour lui c'est vraiment des gamins, c'est des gens, des irresponsables. Et on peut pas s'empêcher de voir un parallèle entre guillemets entre d'un côté la corruption au sein de la société occidentale et ces êtres dégénérés. Et voilà. Vous avez beaucoup parlé quand même, hein. J'avais beaucoup de choses à dire, oui. Alors, voilà. Je t'ai brossé à grands traits finalement ce fond idéologique qui traîne derrière 300. Alors, il n'empêche que c'est un divertissement tout à fait agréable, tant la bande dessinée que le film. Cependant, effectivement, il existe ce fond idéologique. Alors, on le voit, on ne le voit pas. On veut le voir, on ne veut pas le voir, peu importe. Cependant, il est là. Je t'ai montré quels en étaient les ressorts, j'ai essayé de te contextualiser un petit peu tout ça à grands traits, hein, il faudrait vraiment y passer beaucoup de temps pour tracer finalement toute cette genèse idéologique. Je veux dire, Miller c'est quand même le gars qui a écrit The Dark Knight, qui a fait de Batman, qui a accentué encore la figure du justicier un peu brutal contre les marginaux, etc. dans une société en déliquescence. Et on retrouve voilà un petit peu cette idée également dans 300. Dans 300, il passe à une dimension géopolitique supérieure et on sent qu'il y a l'angoisse d'une société américaine menacée par des terroristes qui s'est encore accentuée bien sûr après les événements terroristes que vous connaissez. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que j'ai pas trop occupé ton temps précieux, mais je serai encore là. J'ai pris des notes hein, cette fois. Bien. Je commence à te... Tu vois, hein, on commence à évoluer là un petit peu. Ça y est, vous me faites un peu peur, donc... C'est bien, c'est par la peur qu'on avance. Oui. Bah... Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Je le tiens. Je le tiens.